Je passe la parole à Eric Magne pour la présentation de la deuxième communication. Alors, la deuxième présentation, c'est Christine Denay qui va nous parler d'un sujet qui est assez à la mode également, l'exérèse totale du mésocôlon, une voie d'abord laparoscopique pour cancer du côlon droit. Christine, oui, sauf alors, fichier, le problème c'est que je ne vois pas mon diaporama. Ah. Il ne veut pas. Est-ce que vous l'avez mis? Voilà, c'est parfait, madame. Là, en fait, il faudrait resélectionner votre fichier qui est sur le bureau ou sur un dossier, dans un dossier. Tout à l'heure, ça marchait très très bien. Ah, il est là, en fait, il est sur le côté, c'est ça? Oui. Et il faut le lancer au préalable, en fait. Ou là, vous pouvez le lancer, voilà, ouvrir. Non, c'est pas ça, en fait. Oui. Ça y est. Et là, vous appuyez sur le petit picto. Merci, madame. Voilà. Ah oui, alors attendez, j'ai les têtes de tout le monde en plein milieu. Voilà, excusez-moi. Bien, bonjour à tous. Je suis très honorée d'avoir été invitée à cette séance de l'Académie. Et je vais vous parler du principe et de la technique de l'exérèse complète du mésocôlon par voie cœlioscopique pour cancer du côlon droit. Ah, et je ne peux pas passer mes diapos. Alors, il faut cliquer sur la diapo et après, avec votre flèche. Voilà, d'accord. Merci. Donc, c'est une technique qui a une dizaine d'années, décrite par Weinberger, par analogie à l'exérèse totale du mésorectum, et Cécile de Chalmartin vient de nous en parler. L'objectif était d'améliorer la qualité d'exérèse chirurgicale en augmentant le nombre de ganglions et améliorer le pronostic carcinologique de ce cancer, notamment sur la survie à 5 ans, avec une diminution des récidives locales. Alors, par rapport à une colectomie dite classique, le grand principe de l'exérèse complète du mésocôlon, c'est le respect des enveloppes du mésocôlon. Et pour ça, il n'y a pas de changement. C'est ce qu'on faisait habituellement pour les colectomies classiques. On respecte les fascias, donc coli et le péritoine viscéral du mésocôlon. L'objectif étant de ne pas ouvrir la loge tumorale. Et en respectant le fascia coli, on va forcément respecter les fascias du rétropéritoine et notamment respecter les structures de cet espace, notamment l'urtère. Le deuxième principe, c'est la ligature centrale des vaisseaux, donc, qui va concerner le curage ganglionnaire, avec toujours un curage à l'origine, donc des deux principales artères du côlon droit, l'artère colique supérieure droite et l'artère iléocolique, et de façon très inconstante l'artère colique moyenne. Ce qui va changer, c'est qu'on va y associer un curage de la face antérieure de la veine mésentérique supérieure et de son bord droit, et pour certains, un curage de la face antérieure de l'artère mésentérique supérieure. Donc on va passer d'une ligature classique à gauche. Là, vous voyez le pédicule iléocolique, donc la veine et l'artère qui sont sectionnés, donc à la terminaison pour la veine et à l'origine pour l'artère, à des curages extensifs qui finalement ressemblent étrangement au curage détroit des Japonais, avec, vous voyez ici, un curage complet de la veine mésentérique supérieure, de l'artère mésentérique supérieure et des vaisseaux à l'origine. Actuellement, beaucoup d'équipes font ce curage un peu moins extensif, notamment respectent le tissu en avant de l'artère mésentérique supérieure, ce qui me semble logique. Je pense que si les ganglions sont positifs sur l'artère mésentérique supérieure, on n'est plus dans le N mais dans le M, c'est-à-dire dans le métastatique, que ce n'est pas la chirurgie qui va guérir les patients et que je pense que c'est inutile de faire ce curage extensif. On peut faire un picking ganglionnaire pour avoir un bon staging, mais je ne ferai pas plus. Et globalement, les grands précurseurs de ces techniques, notamment en Europe du Nord, ne se limitent au curage de la face antérieure, donc de la veine mésentérique supérieure. Alors, c'est une technique qui présente des risques par rapport à une colectomie classique, notamment plus de morbidité avec des incidents péropératoires, notamment des plaies vasculaires qui peuvent être graves, voire mettre en jeu le pronostic vital du patient, des plaies du duodénum et du pancréas, plus d'hémorragie post-opératoire, plus d'acide sileuse.
Concernant les séquelles fonctionnelles, il y a peu d'études s'intéressent à ces séquelles, et notamment le problème de la lésion du plexus du mésentérique supérieur, lorsqu'on notamment fait le curage de la face antérieure de l'artère mésentérique supérieure. Ça peut induire des diarrhées motrices importantes, mais je n'ai pas de données à vous donner. En tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles je refuse de faire de façon systématique ce curage à cet endroit. Alors, là encore, c'est une technique qui est plus difficile et plus dangereuse qu'un curage classique. Elle nécessite de bien connaître l'anatomie vasculaire du côlon droit. Et comme vous le disiez, chez Cécile de Chaise-Martin, je pense que toute technique difficile bénéficie d'une standardisation de la procédure, notamment par ce que les anglo-saxons appellent une critical view, c'est-à-dire segmenter la procédure étape par étape et définir ce qu'il faut impérativement identifier pour aller à l'étape suivante. Je pense que la standardisation va faciliter l'apprentissage de la technique, va améliorer la qualité de l'exérèse et très probablement diminuer le risque de plaies péropératoires, notamment vasculaires. Enfin, mais ce n'est pas spécifique à cette procédure, je pense qu'il faut tout faire pour anticiper et l'anatomie vasculaire et les situations à risque en préopératoire. Alors, la première étape de la ligature centrale des vaisseaux, c'est le contrôle du pédicule iléocolique. Alors, je vous propose une standardisation qui est celle de l'équipe. Il y en a bien sûr plusieurs. La plupart, quand même, commencent par contrôler ce pédicule. L'apport de pédicule, je l'ai mis sur la photo, je le fais jamais sur la racine du mésentère pour éviter de blesser la veine mésentérique supérieure. Donc, je le fais à mi-distance entre la jonction iléocécale qui est ici et l'axe, la racine du mésentère. L'anatomie du pédicule iléocolique est très constante. En général, la première structure qu'on identifie, c'est la veine, et l'artère est au-dessus et passe en arrière de la veine mésentérique supérieure. Je pense je conseille, avant de sectionner ces vaisseaux, d'identifier la veine mésentérique supérieure. Vous voyez cette photo, c'est une photo de cadavre, c'est pour ça que je tire assez fort. Mais on voit très bien qu'on peut faire le tour de cette veine et la lier en pensant lier la veine iléocolique. C'est une complication qui est un incident qui est décrit. Donc, identifier la veine mésentérique supérieure, ne pas la lier, ne pas la blesser, et si on la blesse, si on l'a bien identifié, on est dans les meilleures conditions pour les réparer. Et c'est aussi une certitude de faire un curage de l'artère à l'origine. La deuxième étape, c'est donc exérèse des tissus en avant et à droite de la veine mésentérique supérieure. Donc, ça se fait de bas en haut, en débutant sous la terminaison de la veine iléocolique. L'avantage, c'est que c'est un guide qui va vous mener à l'artère colique supérieure droite. Et chez les patients un peu obèses ou en surpoids, quand on est noyé dans la graisse, c'est un repère très important. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de branche veineuse antérieure en sous-mésocolique. Et donc, la dissection peut se faire sans risque, normalement, de plaie veineuse. Sur le bord droit, il faut se méfier. Il y a de temps en temps une veine colique moyenne qui est très inconstante. Donc, juste le savoir pour ne pas la blesser en faisant le curage à droite de la veine. Donc là, vous voyez là sur cette image-là, le pédicule. Alors c'est vraiment très rare. Je dirais que c'est moins de 10% des patients. Alors, donc les situations à risque, c'est toujours vos photos. Voilà. Alors, c'est des variations anatomiques. Je vous ai dit, il n'y a pas de veine à la face antérieure de la veine mésentérique supérieure, pas de branche veineuse, mais il peut y avoir l'artère iléocolique qui, de temps en temps, passe en avant de la veine mésentérique supérieure et clairement, si on va trop vite, on peut la blesser. Le deuxième situation à risque, c'est le patient obèse, où parfois on ne reconnaît rien, on ne sait pas où est la racine du mésentère, du mésocôlon droit. En célioscopie, je pense que c'est un grand risque d'essayer d'identifier la veine mésentérique supérieure. On peut se discuter une laparotomie, mais je ne suis même pas sûre que ça soit sécure par cette voie d'abord. Ah, pourquoi il ne veut plus? Alors, attendez. Voilà. Troisième étape, donc c'est le contrôle de l'artère colique supérieure droite.
Elle est localisée au bord gauche de la veine mésentérique inférieure. Elle a une anatomie assez constante avec un tronc commun et deux branches. Une branche qui va aller au côlon transverse, une branche qui va aller à l'angle droit. Pour les cancers du sécom et du côlon ascendant, la plupart des auteurs respectent la branche qui va au côlon transverse et ne sectionnent que cette branche en ayant fait le curage de l'origine. Et quand c'est un cancer du côlon de l'angle droit ou du côlon transverse droit, à ce moment-là, on fait une ligature classique à l'origine. Donc vous voyez, on voit bien que quand on suit la veine mésentérique supérieure, elle va être à un moment donné à droite de celle-ci. Alors, l'étape 4, c'est probablement la plus complète, je dirais, de la ligature centrale, c'est le contrôle des veines coliques droites. Ils ont une anatomie extrêmement variable. Il y a une classification japonaise dont je vous fais grâce, tellement c'est compliqué. Mais en gros, dans les livres, il y a une veine colique qui se traîne dans le tronc veineux de Henle, avec la veine gastro-duodénale, une veine pancréatique. Dans la réalité, c'est rarement ça. On peut avoir une veine, plusieurs veines, un tronc qui se jette dans le tronc veineux de Henle ou directement dans la veine mésentérique supérieure, soit ensemble, soit séparément. Donc, vous voyez, je vous ai montré plusieurs exemples. Donc, chez ce patient, il a deux veines coliques qui vont suivre l'artère qui va à l'angle droit, et une deuxième qui va suivre l'artère qui va au côlon transverse. Ce patient-là n'a qu'une veine. Celui-ci en a deux. Vous avez l'origine de l'artère colique supérieure droite, sa bifurcation précoce et deux veines séparées qui, vous ne le voyez pas sur la photo, mais ils se jettent directement et séparément dans la veine mésentérique supérieure. Et là, ici, vous avez un tronc veineux de Henle qui est très long, c'est très inhabituel. Et on voit très bien que si vous liez ici la veine, et si vous ne pensez pas qu'il y a la veine pancréatique qui se jette dedans, vous risquez de faire une plaie qui est difficile à contrôler parce que dans le pancréas. C'est ce qu'on a l'étape la plus critique du temps vasculaire. Les anglo-saxons l'appellent le bleeding point. C'est la majorité des plaies vasculaires, extrêmement difficile à contrôler puisque la veine va passer en arrière du pancréas. Donc il y a des risques de plaies du pancréas et ce sont des sutures qu'on fait un peu à l'aveugle avec des cas d'ischémie veineuse ducrale décrits et des patients décédés à la suite de ce type de plaies. Je pense qu'il faut s'attendre un peu à tout et surtout ne pas tirer de façon excessive sur le mésocôlon transverse lors des manœuvres d'exposition. Alors, je vous avais dit, anticiper l'anatomie, une étude randomisée qui vient de Chine, qui compare donc des patients qui ont un angioscanner, un coloscanner versus un scanner standard. Et ils ont montré que la corrélation anatomique veineuse était de 100%, avec une diminution de la durée opératoire, une diminution des pertes sanguines, une augmentation du nombre des ganglions. Je pense que ça devrait faire partie de la routine quand on fait ce genre de chirurgie, de façon à justement savoir combien il y a de veines et la disposition des vaisseaux. Les difficultés à risque, il y en a deux, il y en a bien sûr plusieurs. La première, c'est là une grosse adénopathie au contact de la veine colique droite. En fait, elle était même à l'origine de l'artère colique supérieure droite. Et chez ce patient-là, on a l'artère qui passe en avant de la veine. C'est toujours mieux de savoir avant de faire le curage. Alors voilà, un film assez rapide. Donc je commence toujours par la mobilisation de l'angle colique droit et du mésocôlon. On commence donc le temps de la ligature vasculaire par l'identification du pédicule iléocolique. Donc voilà, on trace la jonction iléocécale, on voit le relief du pédicule iléocolique, on va inciser le péritoine juste en dessous et comme tout est libéré de l'autre côté, voilà, c'est un contrôle qui est plus facile. On va donc vers la racine du mésentère qui est par ici. Le duodénum VG est déjà en partie libéré, ce qui évite éventuellement de l'abîmer en le disséquant. On voit ici apparaître la veine mésentérique supérieure avec la terminaison de la veine iléocolique. Et donc, je vous ai dit, là, il n'y a pas de branche à la face antérieure. Donc, normalement, on peut remonter vers le mésocôlon transverse en toute sécurité. Toujours faire attention quand on contrôle ces vaisseaux de ne pas abîmer le pancréas qui est derrière. De temps en temps, on est un peu trop bas et on peut blesser la capsule pancréatique.
Donc une disposition très classique avec la veine iléocolique ici, l'artère au-dessus. J'utilise volontiers les ultrasons pour sectionner ces vaisseaux. On peut utiliser aussi des clips. On utilise des clips hémolopes. Je les utilise essentiellement quand j'ai des problèmes d'exposition chez les obèses, parce que si ça saigne, pour rattraper les choses, c'est quand même plus simple. Je préfère le clip. On poursuit donc la dissection de toute la face entière de la veine mésentérique supérieure. Vous voyez le pancréas, une veine pancréatique, et on va voir ici une première veine colique. Donc voilà, on va faire le tour. Donc on a déjà libéré la partie supérieure du mésocolon transverse, donc le contrôle de la veine est assez facile, et on va donc poursuivre la dissection vers la gauche, pour aller trouver. Et pourquoi ça s'arrête? Voilà. Donc je vous ai dit, il faut faire toujours attention, il n'y a rarement qu'une veine. Là, on en a vu une deuxième, à côté, l'origine de l'artère colique supérieure droite. C'était un cancer du sécom, donc là, j'ai fait le curage donc, à l'origine, et je vais garder la branche qui va au côlon transverse. Donc on contrôle donc, la branche qui va à l'angle droit. Vous voyez la deuxième veine qui est ici, qu'on va garder, puisqu'elle va cheminer avec la branche du côlon transverse droit, qu'on va conserver. Donc pareil, je coupe volontiers aux ultrasons les deux pédicules. Voilà, et on a un curage complet. Donc en conclusion, l'exérèse complète du mésocolon, est-ce que ça va devenir un standard pour le cancer du côlon droit? Probablement, mais aujourd'hui on n'a pas d'études randomisées. La plupart des études montrent un bénéfice carcinologique, mais il y a certaines méta-analyses qui remettent en cause ces résultats. Elle est en tout cas techniquement plus difficile, avec une majoration des incidents péropératoires. Je pense qu'il est important de standardiser la procédure et d'établir ce qu'on appelle le critical view, et de suivre un apprentissage spécifique, quelle que soit la façon, par vidéo, simulation, visite sur site, avant de se lancer dans cette technique. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette remarquable présentation technique. Et avant de vous poser, parce qu'on a eu une ou deux questions techniques, avant de poser des questions techniques, je voudrais revenir sur le principe fondamental, parce que tout ça m'effraie un petit peu dans le concept fondamental de la chirurgie du cancer. On sait tous que, bien évidemment, les tumeurs sont drainées par les ganglions et qu'il faut faire l'exérèse de tous les ganglions. Et vous l'avez très bien dit, quand on a un ganglion, j'allais dire pédiculaire, à l'origine de l'artère mésentérique, l'exérèse devient inutile, puisqu'on peut considérer ce ganglion comme un ganglion métastatique, au-delà, comme une métastase, plus qu'un envahissement ganglionnaire de proche en proche, et des ganglions qui sont paracoliques. Et donc, si vous voulez, il y a une question qui revient, qui est un peu attrait à ça, c'est-à-dire, est-ce que vous ne pensez pas que quand on choisit cette modalité d'exérèse, d'une part, on peut faire des extemporanés pédiculaires assez rapidement, et si un ganglion pédiculaire est envahi, décider si on fait ou pas une exérèse complète du mésocolon et ainsi diminuer la morbidité. Et deuxièmement, ne peut-on pas céder de deux techniques qui, si vous voulez, ont fait quand même leur preuve, même si en chirurgie colique, elle a été très discutée, qui sont d'une part l'idée d'un ganglion sentinelle et d'autre part l'idée d'utiliser éventuellement l'immunofluorescence. Voilà les questions qui sont apparues, puisqu'on va, si vous voulez, à l'encontre de tout ce qu'on fait dans beaucoup de chirurgie, c'est-à-dire la diminution de l'exérèse en matière de chirurgie. Comment vous appréhendez ceci ? Alors, il y a plusieurs choses. Alors, d'aller prélever d'une extemporanée, c'est pas toujours simple parce que on ne voit pas forcément les ganglions. Et si vous allez chercher dans la racine du mésentère, un ganglion sans savoir où est la veine, c'est, je pense, la situation à risque pour une plaie vasculaire. Je trouve pas facile d'aller faire un picking. Maintenant, s'il y a une grosse adénopathie qu'on voit, oui, ça peut se discuter. Et je suis d'accord avec vous. Ces ganglions centraux, notamment s'ils sont sur l'artère mésentérique supérieure, on peut considérer les patients comme métastatiques, et c'est important de le savoir pour leur prise en charge ultérieure. La morbidité du curage en lui-même, ce qui est morbide, c'est cette nouvelle technique vasculaire, c'est d'aborder la veine mésentérique supérieure. Le curage à l'origine qu'on a fait n'est pas morbide en lui-même.
c'est cette extension, cette technique qui débute, qui est beaucoup plus complexe que les autres, où les chirurgiens ont moins l'habitude, qui fait le danger de cette technique. Je pense qu'on va apprendre, comme on a appris, la TATME présente les mêmes difficultés techniques d'apprentissage. Je pense qu'on va réduire ce risque-là. Il se peut que le robot aussi, moi je n'ai pas l'expérience, mais nous aide justement à passer ce cap de dissection difficile. Mais on n'est pas comme dans le cancer du sein où un curage axillaire va entraîner un lymphœdème. Le curage en lui-même, n'est pas, enfin, mes collègues le diront, mais n'est pas, à mon sens, morbide au point de vouloir s'en passer. Le ganglion sentinelle, j'ai essayé à un moment donné, il y a très longtemps, et c'est très difficile de trouver où il est, surtout des mésos un peu épais, si on a des problèmes d'exposition, on est obligé quand même de mobiliser tout le côlon. Donc voilà, je trouve que c'est pas une technique facile à mettre en place. J'avoue que j'ai baissé les bras assez vite, donc je suis pas sûre que ça soit l'évolution pour le cancer du côlon, mais peut-être que je me trompe. Alors on me pose des questions très précises. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de trocars et quelles sont la position des trocars ? Alors, j'ai un trocar optique au niveau de l'ombilic. J'ai 2 trocars opérateurs dans le flanc gauche de 5 mm, un trocar en fausse iliaque droite et en général un dernier au-dessus du nombril quand j'ai besoin de chez les patients un peu obèses. Donc j'ai 4 de 5 et 1 de 10. Et si je fais une anastomose intracorporelle, je rajoute en fausse iliaque gauche un trocar de 12 pour la pince, pour l'agrafage linéaire. D'accord, alors je reviens un petit peu sur ce concept ganglionnaire et les questions sont les suivantes. Est-ce que vous avez l'impression que dans cette technique qu'on va appeler, si vous le permettez, élargie ou d'exérèse complète, si vous faites une étude comparative sur les pièces opératoires, combien vous avez de ganglions en plus, de quel ordre? Alors, moi, vous n'avez pas fait cette étude? Alors, j'ai pas fait cette étude dans mon expérience, je l'ai pas faite. Dans la littérature, on passe donc de 12, on augmente au moins de 20% le nombre de ganglions sur les pièces opératoires. Le problème de ces études aussi, c'est que ils se comparent à des colectomies dites classiques et ils ne définissent pas Bien sûr. ce qu'est une colectomie classique. Et c'est un réel problème parce que parfois on a des photos de pièces opératoires, globalement il n'y a pas de méso dessus. Et ça peut remettre en cause la valeur des résultats qui donnent. Mais en gros, il y a à la fois la longueur entre le spécimen et l'extrémité du pédicule sectionné qui est plus longue par rapport à une colectomie classique, qui est en général 20% de plus de ganglions. Ce qu'il faut dire aussi, c'est dans le cancer du côlon droit, dans beaucoup d'études, notamment les grandes études randomisées qui comparaient la célioscopie à la parotomie pour le cancer, donc qui datent un peu, beaucoup d'études montrent, même si c'est pas le seul facteur, que le pronostic du côlon droit par rapport au côlon gauche à stade égal est moins bon. C'est peut-être pas un problème de curage, mais peut-être que c'est une piste quand même et qu'il ne faut pas la négliger. Est-ce que par cette dernière phrase, vous répondez à la question d'Alain Valverde, qui est finalement pourquoi est-ce que l'exérèse complète du mésocôlon, vous le proposez à droite et pourquoi on ne le fait pas à gauche? Alors, je l'ai proposée à droite parce qu'elle est intéressante à droite. À gauche, ça ne change pas beaucoup par rapport à la pratique habituelle. À gauche, on respecte les fascias comme à droite. La ligature centrale, je suis contre une ligature sur l'aorte, parce que je pense qu'on prend un risque nerveux et cette fois-ci je pense qu'il est inutile, alors qu'on peut faire un curage de l'artère mésentérique inférieure et la lier non pas sur l'aorte mais à distance et préserver le plexus sympathique par aortique. Mais voilà, par rapport à une ligature standard, c'est on est à 1 centimètre près à peine. Je pense que ça ne modifie pas beaucoup la technique à gauche, alors que ça la modifie beaucoup plus à droite. Pour faire d'abord, je vous remercie, et puis pour faire une transition avec la communication suivante qui parlera de la personnalisation, je trouve, si vous voulez, la seule réflexion pour finir, et c'est un peu ce qui va avec les commentaires qu'on a à droite à gauche, c'est qu'on va vraiment à l'encontre d'une chirurgie personnalisée, parce que je pense que c'est pas du tout la même chose une petite tumeur du bas-fond sécal qu'une tumeur de moyenne du côlon droit qui mesure 5 ou 10 cm, puisqu'on sait que les tumeurs de droite sont souvent assez grosses. Donc c'est un peu curieux, si vous voulez, qu'on n'aille pas plus vers une chirurgie personnalisée respectant l'inutilité d'exérèse des choses qui ne sont pas malades. Voilà, c'était mon seul commentaire, mais je pense que les résultats que vous allez nous donner dans les années à venir seront très importants.
Monsieur Joannet Hubert veut rajouter quelque chose? Oui, merci beaucoup Christine pour ces très belles images et cette très belle description technique. Je pense que tes patients ont plus de chances que les miens quand ils sont opérés d'un côlon droit, manifestement. Mais non, Alors, je voulais juste te poser une question, parce que est-ce que tu fais de l'imagerie vasculaire, éventuellement, avant l'opération? je commence à en faire, oui. D'accord, ok. Les radiologues commencent à en faire. Alors, il faut que le scanner soit fait à Montsouris. Je ne refais pas faire un scanner aux patients et des fois, les CD ne suffisent pas pour faire les Ouais, il reconstructions. faut que ça soit ciblé, vraiment ciblé. Ok. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le... Non. Ben écoute, merci beaucoup, merci à toi. Merci à vous, merci. Et